Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue pour ce résumé du chapitre numéro 56 du manga Boruto, complet en français, et je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien, la force que vous apportez et la visibilité que vous donnez à mes précédentes vidéos de résumé comme ça, avec, je sais pas, on dépasse les 4000, 5000 pouces bleus, des 130 000 vues, enfin c'est vraiment énormissime, je vous en remercie du fond du cœur. Alors ce mois-ci, le résumé va être extrêmement complet en termes d'informations que je vais vous retranscrire à l'oral, plus que les mois précédents, ça va être plus développé. Par contre, on n'a pas d'image. Donc on est gagnant d'un côté sur le contenu que je vous propose et on est perdant sur les visuels que je ne pourrai pas vous montrer ce mois-ci, étant donné qu'il n'y en a tout simplement pas qui ont été diffusés ou qui ont fuité au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, le chapitre sort dans 2 jours, le 18 mars 2021, sur la plateforme Manga Plus de manière légale et ensuite sur Isneo, et j'espère que vous apprécierez le résumé que je vous en propose aujourd'hui en français. Alors sans plus tarder, commençons. Le chapitre numéro 56 de Boruto s'appellera Code, voilà, c'est assez efficace comme titre, et en page de couverture, il aura le personnage de Sumire. Sumire qui, comme vous allez le voir, aura une certaine importance, en tout cas une certaine place dans l'histoire de ce chapitre. Boruto et ses camarades sont rentrés chez eux, à Konoha, mais maintenant une nouvelle menace est sur le point de se mettre en marche. Suite à une bataille féroce où ils ont été chargés de la responsabilité du village, ils sont maintenant revenus à leur routine habituelle. Mais le personnage de Boruto est soudainement devenu un héros. Le chapitre s'ouvre alors avec un plan de vue sur le lieu d'exercice du Hokage. Boruto est assis avec un intervieweur pour un long métrage télévisé. Il est demandé à plusieurs reprises à Boruto de ne pas être humble vis-à-vis de son implication dans la victoire face à Ishiki Otsutsuki. D'après l'intervieweur, ça serait à cause, ou plutôt grâce à l'esprit vif de Boruto, que le village a subi un minimum de dégâts et que Boruto aurait été à nouveau le sauveur du village. Boruto est mal à l'aise, il est nerveux, il essaye de nier tout ça et répond qu'il n'en est rien. Il s'est quasiment évanoui tout le long du combat et il n'a pas été si utile que ça. Mais l'intervieweur ne veut pas réellement comprendre, il considère Boruto comme un héros et il lui demande de lui en dire plus sur son incroyable jutsu qui a aidé à abattre le fameux Otsutsuki. Boruto est très mal à l'aise et il veut en finir le plus rapidement possible avec cette interview. On change de scène et on en arrive sur le local médical avec Sumire, Amado et Katasuke qui se sont rassemblés autour du lit de convalescence de Kawaki. Amado a changé de vêtements, ce qui va mettre un petit peu à jour son chara-design d'une certaine manière. Il est toujours par contre en train de fumer une cigarette et il examine le nouveau bras droit de Kawaki et il pense que ça ne devrait pas poser de problème que Kawaki conserve ce bras droit là. Amado demande à Kawaki comment il se sentait physiquement depuis qu'il est rentré ces derniers temps et tout ça, et ce qu'il a pensé des événements de la semaine dernière, entre autres. Donc on comprend qu'il y aura à peu près une semaine qui s'est passée entre le retour à Konoha et le chapitre 56. Kawaki regarde sa nouvelle main droite et répond simplement qu'en une semaine, rien de particulier n'est arrivé à Kawaki, il ne ressent rien de spécial depuis. Il est aussi mis l'emphase sur le fait que la main de Kawaki n'a pas réellement évolué, elle est dans le même état. Katasuke lui aussi se met à l'analyser en ajustant ses lunettes là qui permettent de voir un petit peu mieux, et Katasuke se dit étonné car il ne s'attendait pas à ce que le bras de Kawaki récupère si rapidement dans un tel état. Et en plus, il n'y a aucun signe de rejet de la part du corps de Kawaki vis-à-vis de ce nouveau bras. Amado dit que c'est normal, après tout c'est un bras qui a été fabriqué à partir entre autres de ses propres cellules biologiques à Kawaki, donc c'est une pièce de rechange qu'il avait fabriquée à l'avance avant de venir à Konoha. Et étant donné que le corps de Kawaki est déjà préparé à la réception d'outils ninja, c'est quand même beaucoup plus facile de lui faire accepter ce type de matériel à nouveau. C'est alors que Sumire vient interrompre tout en s'excusant la conversation. Elle a préparé une seringue pour piquer Kawaki et Sumire dit alors à Kawaki que ça va piquer un petit peu. Kawaki répond que ce n'est pas comme s'il était un petit enfant. Sumire se met à paniquer car elle a stressé Kawaki, elle est un petit peu énervée. Elle s'excuse alors encore énormément auprès de Kawaki. Elle nous fait un petit peu la Hinata, on va dire ça comme ça. Amado commente que Kawaki ne devrait probablement se comporter comme ça alors qu'il est en pleine maintenance. Amado note également que c'est une bonne chose que Sumire semble brillante dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine par exemple, et qu'elle apprenne les choses rapidement. Et que ça serait sûrement problématique pour Kawaki si Sumire partait, si elle n'était plus au chevet de Kawaki. Kawaki s'étonne un petit peu de cette situation, de voir que Sumire aide Amado dans la maintenance de Kawaki, ce genre de choses, et Katasuke répond en disant que Sumire a choisi de le faire de son propre chef, c'est sa décision. Personne n'était réellement sûr de quoi faire avec le corps de Kawaki sur le plan médical en termes de traitement par exemple, et donc plus il y aurait de scientifiques au chevet de Kawaki, mieux ça serait selon Katasuke. C'est ensuite que se lancent quelques échanges entre Kawaki et Sumire, et elle dit que pour l'instant elle ne peut faire que des choses simples, mais elle va apprendre, et à l'avenir elle sera de plus en plus efficace. Sumire espère pour le bien de Kawaki qui ne se blessera pas,
Puis ensuite, elle se met à rougir et dit que puisque Kawaki passe beaucoup de temps avec Boruto, ils pourraient faire de Boruto leur nouveau sujet de discussion. Elle a envie de parler de Boruto. Kawaki demande à Sumire si elle n'a pas un crush pour Boruto, si elle ne l'aime pas secrètement. Ce commentaire fait alors rougir Sumire, je vous ai dit qu'elle faisait vraiment la Hinata, on est vraiment pas loin, et la pousse à faire tomber la seringue qu'elle tenait dans sa main, et elle sombre dans un état de panique. Elle commence à bégayer, son cœur bat fort, et elle dit à Kawaki de ne pas ébruiter de telles choses et de garder cette discussion entre deux. Katasuke se met à en rire plutôt nerveusement, il avait le sentiment que c'était assez évident et clair que Sumire en pinçait pour Boruto de toute façon, ça n'était pas réellement un secret. Kawaki s'en fout un petit peu et il finit par se rhabiller. Amado change alors de sujet, il pense que les progrès de Kawaki vont bon train et qu'il ne devrait plus rencontrer de problème majeur avec son nouveau bras à partir de maintenant. Cependant, cela ne signifie pas que Kawaki devrait faire preuve de négligence quant à l'entretien périodique de son bras, ou de son corps de manière générale. En fait, il devrait revenir Kawaki la semaine prochaine pour un entretien, c'est ce que Amado veut. Kawaki s'en fout un petit peu et se met à partir, mais Amado le rappelle, il veut lui dire quelque chose, mais finalement ne lui dit pas. Il dit bon tant pis, je t'en parlerai la prochaine fois. Kawaki semble un peu confus, ne comprend pas, et la scène reprend sur l'interview de Boruto, l'interview gênante. Ils n'ont plus beaucoup de temps dans le programme télévisé pour parler avec le puissant petit héros qui a sauvé leur village. Ils demandent au public de faire une ovation et d'applaudir Boruto le héros. Boruto semble réellement gêné, il essaye de faire comprendre à l'intervieweur qu'il n'est pas le héros de cette histoire-là, mais ça a tellement peu d'effet qu'il laisse parler l'intervieweur au final. Il veut faire le show pour la télé, bon ben voilà, on va le laisser terminer et espérons que ça se termine le plus rapidement possible, en tout cas c'est ce que se dit Boruto. Par ailleurs, Sarada, Shikadai, Inojin, Mitsuki et Chocho se prélassent sur un immense canapé tout en regardant l'interview de Boruto à la télé. Sarada boude la façon dont Boruto agissait, tandis que Shikadai note le fait que Boruto est mal à l'aise. Et il est également dit que si Boruto apparaît comme un héros, c'est car la vérité sur son Sokama et sa phase où il devient Borushiki, donc un petit peu en mode berserker, là, qui fracasse tout le monde à tour de bras, c'est un secret qui a été fondamentalement caché aux villageois pour que ça ne leur cause aucune anxiété. C'est pour ça que l'intervieweur n'est pas au courant du risque qui se cache en Boruto, la menace Momoshiki. Boruto est désormais dans l'incapacité de participer à des missions, car cela pourrait être dangereux et risqué si par exemple son niveau de chakra baisse. Boruto est aussi surveillé secrètement à tout moment, et cela est une situation qui devient insupportable. Sarada répond que c'est la même chose pour eux aussi. Ils ne peuvent pas partir en mission. Si Boruto est laissé de côté, ils ne seront plus une équipe de 3 personnes, Mitsuki, Sarada et Boruto. Les activités de l'équipe 7 ont donc été aussi suspendues pour le moment. Shikadai mentionne que c'est ce que son père, Shikamaru, avait décidé. Mais de là à en venir à traiter Boruto comme un héros et à lui donner une visibilité médiatique, c'est peut-être pour lui faire gagner quelques faveurs, histoire de faire mieux passer la pilule, même si cela ne plaît pas à Boruto. En gros, plus c'est gros, plus ça passe, et étant donné que Boruto est la menace actuellement d'une manière détournée, on le fait passer pour le héros pour ne jamais le suspecter en tant que menace. Chocho se met à intervenir, disant que pouvoir faire une pause dans l'émission, tout en faisant des apparitions à la télévision, semblerait être une expérience incroyable pour elle, elle kifferait faire ça. Inojin est un petit peu surpris que Chocho fasse un commentaire comme celui-là, étant donné l'ambiance un petit peu électrique du moment. Mais Inojin se dit que c'est peut-être pour ça que Chocho est enrobée, qu'elle est en surpoids, étant donné qu'elle aime pas trop bouger, qu'elle aimerait bien se prélasser à la télé. Chocho attrape immédiatement Inojin sous sa mâchoire et lui pince les joues. Agacée, elle dit que ça n'a rien à voir avec son poids, mais en tout cas Sarada mentionne le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'exutoire et de voix d'issue pour leurs sentiments, ils se sentent un petit peu restreints, un petit peu comme nous pendant le confinement quoi, ils sont confinés, Sarada, la Team 7. Ils ne savent pas ce que l'avenir réserve à Boruto, ou à eux-mêmes non plus. Mitsuki ajoute qu'ils ne peuvent pas laisser le Kama de Boruto continuer ainsi, ils doivent agir et trouver une sorte de résolution pour cela. Mitsuki se demande quel genre de plan a fait Shikamaru, et Shikadai espère que son paternel a préparé quelque chose. Alors progressons dans l'histoire de ce chapitre 56, Boruto est maintenant assis au sommet du monument des Hokage, et au-dessus de l'une des pointes sculptées des cheveux de Naruto, il regarde les rues et voit 2 jeunes filles se réjouir de lui. Il est devenu la star de Konoha. Boruto essaie de lui faire un signe de la main en réponse, mais il remarque immédiatement le Kama sur sa paume de main, donc il essaie de le cacher et se restreint. Boruto utilise ensuite son autre main pour pousser son bras vers le haut. Soudainement, Kawaki apparaît derrière Boruto sur un autre pic des cheveux de Naruto, joli symbolique. Kawaki dit que cela semble être gênant d'être une célébrité, vu de loin en tout cas, et Kawaki semble être un peu surpris par Boruto, il pensait que Boruto se sentirait plus déprimé par les choses. Boruto demande si cette phrase a un lien avec le Kama,
car il ne sait pas quoi faire concrètement à ce sujet de toute façon. Kawaki suggère qu'il passe au crible toutes les informations, tous les indices qu'ils ont rassemblés au sujet du Kama jusqu'à maintenant. Alors Kawaki commence à dire qu'il semble que leur corps ait subi environ 80% de transformation en Otsutsuki, donc au niveau de l'ADN, mais dans le cas de Boruto, il est dans une situation difficile et particulière dans laquelle les données Otsutsuki continuent d'être décompressées au travers du Kama, car Kawaki n'a plus de Kama, donc il s'est stoppé à 80%, mais Boruto continue. Et quand ce processus de décompression sera terminé, c'est le moment où le rôle de réceptacle de Momoshiki sera terminé pour laisser place à la résurrection de ce même Momoshiki. Si cela se produit, la personne connue sous le nom de Boruto n'existera plus. Et ce putain de bâtard, comme le dit Kawaki, sera ressuscité dans le corps de Boruto et pourra agir et se mouvoir selon sa propre volonté en tant que Momoshiki Otsutsuki. On voit même une case dans le chapitre qui nous montre Boruto habillé comme d'habitude en Boruto mais avec la tête de Momoshiki. Boruto regarde le Kama dans sa paume de sa main et dit que cette situation est terrible, comme s'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Kawaki rétorque qu'il lui est venu une idée à l'esprit et c'est quelque chose qu'il pourrait faire maintenant. On pourrait te créer un réceptacle, Boruto, dit Kawaki, et implanter le sceau Kama sur quelqu'un d'autre. Boruto ne comprend rien, comment ça, il va avoir un réceptacle à lui? Kawaki dit que c'est théorique, c'est une suggestion, il n'est pas sûr que ça soit possible, mais de toute façon, on peut le tenter car une fois que Momoshiki sera ressuscité, tu disparaîtras. Mais il y a un autre réceptacle Boruto que tu pourrais utiliser pour pouvoir t'en sortir. Boruto est complètement choqué par cette idée qu'il trouve absurde de faire quelque chose ainsi. Il dit non, pas question, je ne vais pas mettre un Kama sur quelqu'un et sacrifier quelqu'un pour mon propre bien, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Kawaki dit ne t'en fais pas, il y a quelqu'un qui est tout destiné pour ça, je connais ce gars parfaitement. Son nom est Code. Il est la seule autre personne, à part moi, à avoir reçu et survécu à un, je cite, baptême de la part de Jigen. Et c'est à ce moment-là que la scène transite dans le chapitre 56 et on voit rapidement Code qui est en train de traverser un pays enneigé. Pendant ce temps, Amado, Naruto et Shikamaru discutent. Naruto demande à Amado ce qu'il en est de Code et quel genre de gars il peut être. Amado dit qu'il est juste un des meilleurs membre de Kara et qu'il est l'un des derniers membres internes au sein de Kara. Il y a les externes qui travaillent à divers endroits pour l'organisation comme AO et compagnie et les internes. Donc en fait, si l'on détruit tous les internes, les externes cesseraient d'agir. À titre d'exemple, s'il y a 100 externes et qu'il reste un interne, que l'on bat cet interne, les 100 externes arrêteront, la menace est stoppée. Aussi simple et bête que ça. Donc en ce qui concerne les restes de Kara, Code est le dernier dirigeant, se demande Shikamaru, donc tant qu'ils peuvent se débarrasser de lui, la logique fonctionnerait bien pour pouvoir éliminer tout ce qui reste de Kara. Amado poursuit en disant que Code a été chargé de surveiller le Jubi, qui est caché dans une autre dimension. C'est un endroit dans lequel seul Sasuke pouvait pénétrer, et donc il devrait être vigilant sur cet aspect. Mais il va sans dire que le Jubi est un être dangereux tant qu'il existe encore, tant qu'il est vivant. Et cela est dû à cause du potentiel de l'arbre Shinju, le fruit du chakra et l'arbre qui va avec. C'est un danger qui détruirait la planète Terre entière, et donc ils doivent y faire face immédiatement. Shikamaru leur rappelle alors que l'œil de Sasuke, le Rinnegan, a été totalement perforé et qu'il ne peut plus utiliser de ninjutsu spatio-temporel. De plus, il ne semble pas que Boruto puisse encore très bien contrôler ses pouvoirs, entre guillemets, donc le Kama et le lien Momoshiki, même s'ils arrivent à se rendre là-bas, à faire l'exploit de se téléporter là-bas, un peu comme ils l'ont fait pour revenir à Konoha grâce à Kawaki et à Boruto, rien ne garantit que l'équipe qui partirait sur place pourrait revenir. Il y a trop d'incertitudes, Momoshiki qui pourrait débloquer, Boruto qui perdrait les pédales, Boruto qui serait incapable de réactiver son pouvoir, et j'en passe. Naruto pose une question intéressante et demande alors à Amado, est-ce que cela signifie que Code lui-même peut entrer librement dans la dimension dans laquelle réside le Jubi? Amado confirme que oui, c'est le cas. Cependant, la raison pour laquelle il peut le faire n'est pas parce qu'il est capable d'utiliser un jutsu spatio-temporel, c'est car il est capable d'aller et venir en utilisant une capacité différente. Naruto se dit qu'il doit faire quelque chose à propos de Code avant qu'il ne puisse utiliser et abuser du pouvoir de Jubi. Shikamaru note que cela signifie simplement devoir faire quelque chose à propos de Code. Si on veut résoudre toute cette affaire, il faut éliminer Code. De cette manière-là, il pourrait prendre la menace Jubi au sérieux, mais en étant un petit peu plus à l'aise pour traiter avec cette dernière. Amado leur rappelle qu'ils doivent être prudents. Il ferait mieux de prendre Code très au sérieux et de ne pas le sous-estimer. Code, selon Amado, est différent des autres, c'est parce qu'il est spécial. Nous changeons de scène dans le chapitre 56 de Boruto et on en arrive vers une grotte qui a une architecture ornée de portes d'entrée. Un homme avec une longue barbe et des lunettes est vêtu d'une cape doublée de duvet.
Il est stationné à l'entrée en guise de guet. Il fait donc de la surveillance. Il y a un autre garde avec lui, mais il porte un masque sur le nez et la bouche. Code est toujours en train de marcher péniblement dans la neige, frissonnant et croisant ses bras sur sa poitrine pour essayer de rester au chaud. L'un des gardes commence à crier après Code, lui demandant s'il sait ce qu'est cet endroit. Code répond qu'il s'agit d'un établissement pour l'organisation religieuse de Boro. Boro, pour rappel, qui était le membre que vous voyez affiché à l'écran de l'organisation Kara qui a été vaincue il y a quelque temps déjà. Code poursuit en disant qu'il est une connaissance de Boro. Est-ce que ses gardes pourraient alors le laisser rentrer dans cette organisation religieuse que Boro a affectionnée? Le garde barbu l'informe que Boro est actuellement absent, alors Code devrait rentrer chez lui. Code dit qu'ils doivent vraiment être des idiots après tout, et Code se met en action et nous montre ses pouvoirs. Il commence à poser ses bras vers ses côtés, vers ses côtes, et nous voyons que ses doigts se transforment en de longues griffes, un petit peu comme Wolverine dans les X-Men. Code fait ressentir sa frustration d'avoir ses gardiens sur son chemin alors qu'il fait si froid dans une région si éloignée. Il n'a pas que ça à faire. L'homme, un des deux gardes, crie sur Code de s'arrêter là et que cela sera son dernier avertissement avant de le tuer. Alors Code se dit qu'il faut passer à l'action. Code répond que cela vient de sonner la fin de la vie de ce garde. On ne voit pas pour le moment ce qui arrive sur ce lieu et la scène repasse sur la conversation entre Kawaki et Boruto. La fameuse scène dans laquelle Kawaki propose à Boruto de faire d'un personnage, d'un être, son nouveau réceptacle pour que Boruto puisse se réincarner et ne pas crever en tant que réincarnation de Momoshiki. Boruto demande à Kawaki ce qu'il entendait par le baptême de Jigen. Kawaki répond que c'est ce qu'il avait déjà expliqué plus tôt. C'est à partir du moment où il a été emmené dans Kara et on voit des flashbacks avec Kawaki et d'autres enfants nus qui sont dans des sacs et tout ça suspendu au plafond comme vous connaissez déjà, et il dit que ceux qui deviennent des réceptacles pour les Otsutsuki subissent un rituel de sélection. De nombreux enfants voient le Kama être gravé sur eux. Ceux qui étaient incompatibles ont été touchés par des crises d'épilepsie et sont morts les uns après les autres. Quand c'était à mon tour, il ne restait plus que 2 personnes, j'ai reçu le Kama et je n'en suis pas mort. C'est ainsi que j'ai survécu. C'est parce que j'étais compatible avec lui, donc avec Jigen, avec Ishiki Otsutsuki. Nous voyons des scènes dans lesquelles un enfant se fait torturer par le processus de baptême, donc d'insertion de gravure du Kama, puis Kawaki se pressant contre son sac avec son Kama activé une fois que l'étape était terminée pour lui et qu'il était compatible. Kawaki continue de raconter son passé. À cette époque-là, il avait perdu connaissance, il a été transporté, donc ce n'est pas comme si j'avais été directement témoin de tout ce qui s'est passé après ça. Mais Jigen a impitoyablement gravé le dernier petit enfant restant avec son Kama aussi, mais c'était un échec, tout comme les autres enfants qui étaient morts. Son corps a commencé à trembler, il avait des convulsions. Il n'allait pas devenir un réceptacle. Cependant, bizarrement, ce dernier réceptacle raté n'est pas mort pour une quelconque raison. Il a survécu, tout comme moi, il était compatible avec le Kama, mais il n'était pas compatible avec le fait d'être un réceptacle. Et on voit Code alors, en mode flashback, enfant, avec son Kama qui se manifeste dans sa petite bulle dans son sac. Nous reprenons sur la scène de Code dans cette zone enneigée qui se bat contre des gardes. Il a maintenant activé son Kama blanc sur sa main gauche et se prépare à attaquer. Il fonce donc sur un des 2 gardes et on remarque également que les gardes auxquels Code fait face ont été modifiés par des outils ninja scientifiques. Ils ont des gros pistolets, des gros blasters là, des espèces de lasers qu'ils envoient avec leur bras droit. Ils commencent à tirer sur Code et ce dernier croise les bras d'un geste tranchant et active de longues ceintures cloutées. Il semble que les ceintures bizarres là que l'on voit sur son corps sont un peu une extension de son propre corps et qu'il peut s'en servir comme d'une arme. 6 de ces ceintures ondulent à travers le sol en 2 groupes de 3. Et elles ont traversé le sol jusqu'à arriver aux 2 gardiens. Les 2 gardes se demandent ce que sont ces ceintures noires. Elles permettent alors d'attaquer et de distraire l'adversaire pour que Code en personne finisse par poignarder dans le cœur un des 2 gardes par derrière. Il attaque vraiment à la Wolverine d'une certaine manière. L'autre gardien essaye de se défaire de Code, il tire dessus, mais ça ne marche pas. Et soudainement, un tissu noir clouté apparaît sur la poitrine de ce garde-là, comme une ceinture de sécurité qui apparaîtrait sur lui. Et avant que le garde ne puisse contrer cette sorte d'attaque bizarre, les griffes de Code l'ont également poignardé au niveau de la poitrine. Nous voyons donc quelques images dans lesquelles nous voyons Code agenouillé sur le sol. Il avait inséré ses griffes de sa main droite dans le sol et poignardant au passage une partie de sa ceinture noire. Donc la moitié de sa main semble être coincée dans le sol, tandis que l'autre moitié de sa main, la partie en forme de griffe, traverse la poitrine de l'homme masqué en même temps, comme si Code avait créé un portail. Un peu comme dans Dragon Ball avec Janemba qui peut taper à distance dans un portail et ça va revenir directement vers l'adversaire. Un peu comme ce que pouvait faire Tobi Obito, mais ça a l'air plus de ressembler à du Janemba. Code finit par dire merci pour tout votre travail acharné et pour vos efforts pendant ce temps froid. Maintenant vous vous reposerez bien tant que vous êtes mort. Le dernier garde qui est encore en vie demande à Code et le supplie pour qu'il s'arrête
mais Code poursuit de pousser sa main à travers la poitrine encore plus loin jusqu'à le tuer. Le gardien tombe raide mort et Code rétablit ses mains à la normale. Il se met alors à souffler sur ses mains pour se réchauffer et il continue sa marche. Code se retrouve devant les portes du bâtiment dans lequel il veut s'insérer, donc ce bâtiment religieux. Nous en arrivons assez proche de la fin du chapitre et nous revenons sur la scène Amado, Shikamaru et Naruto. Shikamaru a l'air nerveux, donc Code ne fonctionne pas comme un réceptacle normal, mais seul le Kama reste sur lui, c'est ce qu'il en comprend. Qu'est-ce que veut dire Amado par là? Amado répond que c'est un cas rare quand cela se produit, mais c'est la réalité, ça existe. Et en conséquence, Code n'en est pas mort. Seuls les attributs d'armes du Kama résident encore dans le corps de Code, mais il n'a pas la fonction de réceptacle ni de réincarnation de Ishiki d'après Amado. Naruto demande ensuite quels sont les critères pour devenir compatible avec Ishiki Otsutsuki par exemple. Et bien Amado dit qu'en parlant de cela, il y a plein de choses qu'il ne comprend toujours pas à propos du Kama. Surtout quand il s'agit de ce qui est arrivé à l'anomalie Code. Son corps, sa réaction, cela a été stupéfiant. Ses capacités de combat ont même dépassé celles de Jigen. Je répète, les capacités de combat de Code ont dépassé celles de Jigen. Quant aux membres de Kara, presque tous ont subi une sorte de reconstruction afin de voir leur corps amélioré. Cependant, et dans le cas de Code, c'est exactement le contraire de cela. Code n'avait pas besoin d'être amélioré, il était tellement puissant qu'il a fallu le restreindre. Donc les outils ninja et la science qui est sur le corps de Code est là pour limiter sa puissance et non pas pour l'améliorer comme les autres membres de Kara. Cela a été fait dans le bien de ne pas contrer l'autorité et la force de Jigen en tant que chef de Kara, mais Code le dépasse. Shikamaru alors se pose une question très légitime, mais vous avez délibérément tenté alors d'affaiblir Code pour le propre bien de Jigen, et il se demande qui peut bien être ce Code. Amado dit que Code était obéissant à Jigen, et ce type nourrit une sorte de dévotion religieuse envers l'existence même des Otsutsuki. Il vénéra particulièrement Ishiki comme une divinité, et donc il avait une forte admiration pour Jigen qui était devenu lui-même un Otsutsuki. Quant à Kawaki, il avait été choisi pour être le réceptacle légitime d'Ishiki, et Code était incroyablement jaloux envers Kawaki. Il y avait un charisme et une force des Otsutsuki que Code admirait de tout cœur et dont il était jaloux maladif vis-à-vis de Kawaki qui lui y avait eu droit. Et Amado ne s'arrête pas là sur les révélations, il dit que parmi tous les cyborgs qu'il a fabriqués, il y en avait plusieurs qui avaient largement dépassé les pouvoirs de Jigen. Cependant, tous ont dû être éliminés, conformément aux ordres de Jigen. Shikamaru demande si ces cyborgs ont été produits et créés pour vaincre Jigen, et Amado dit qu'il a pris en considération diverses choses, et ils ont fini ensuite par construire Kashin Koji. Mais il ne veut pas en dire plus, et pour rester simple, Code est un être exceptionnel qui a évité d'être éliminé grâce à sa loyauté. Il est le bras droit de Jigen, et s'il se rend compte que Ishiki est vaincu, il prendrait probablement sa relève et sa revanche. Naruto dit alors que sans aucun doute, il va être ciblé, lui-même, Naruto. Et dans le pire des cas, Boruto aussi, en tant que réceptacle de Momoshiki. Amado rétorque qu'au moment où il a trahi Kara, il est lui aussi devenu une cible, et Kawaki en est devenu une. Shikamaru lui reste dans la stratégie de guerre et se demande si la restriction qui a été apposée sur Code sera-t-elle suffisante pour limiter ses pouvoirs, et pourra-t-on donc à l'avenir contrôler ses pouvoirs. Amado dit qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à cet égard-là, car il est le seul à pouvoir libérer le pouvoir de Code, et Amado poursuit en mentionnant que s'il était enlevé ou torturé par Code, alors par contre ça pourrait être une autre histoire. Amado finirait par céder et par délivrer les pouvoirs de Code. Amado fait comprendre que Konoha a tout intérêt à protéger Amado. Et Amado essaye d'appâter un petit peu le monde autour de lui en disant qu'il n'est pas un professionnel shinobi, et s'il se faisait capturer et torturer, il respecterait pas forcément les codes shinobi, donc il lâcherait le morceau très rapidement. Shikamaru essaye de rassurer Amado en lui disant qu'ils le protégeront du mieux qu'ils peuvent. Naruto s'exclame en disant que maintenant, leur priorité absolue est de traiter les restes de Kara, c'est-à-dire Code. Ils devront alors partager les détails et les informations avec d'autres villages, et il demande à Shikamaru de prendre des dispositions immédiatement, et Naruto ordonne la réunion d'un sommet des 5 Kage. Terminons mes chers devins dans ce riche résumé du chapitre 56 de Boruto. La scène revient à Kawaki et Boruto qui sont toujours assis sur le monument Hokage. Boruto fixe la paume de sa main, s'interrogeant sur le fait de graver donc le Kama sur quelqu'un d'autre. Il n'avait jamais pensé à cela jusqu'à présent, mais en tout cas, il n'a pas l'impression de pouvoir le faire. Kawaki dit qu'ils sont en train de devenir des Otsutsuki, donc en fait ils peuvent utiliser toutes les techniques des Otsutsuki, pas que les jutsu spatio-temporels. Donc le fait de poser un Kama fait aussi partie de leur champ de possibilités. Boruto demande alors des informations à propos de ce code, ce fameux potentiel réceptacle que Boruto pourrait utiliser.
Code ne possède-t-il pas déjà le Kama? Code ne pourrait-il pas lui-même implanter un Kama sur quelqu'un d'autre? Et Kawaki dit je ne sais pas, mais au moins si tu lui poses ton propre Kama, Boruto, eh bien sache que Code ne mourra pas. C'est ce qui est le plus important, et Kawaki répète que si le Kama était facile à placer sur tout le monde, alors Jigen n'aurait probablement pas connu autant de problèmes. Après tout, il serait logique de cibler quelqu'un qui a déjà traversé et a déjà survécu à cela la première fois, comme Code, et en plus ce n'est pas non plus comme s'il était le réceptacle de quelqu'un d'autre, il a juste un Kama, les pouvoirs du Kama, sans être le réceptacle et la résurrection de quelqu'un, je parle bien sûr de Code. Donc Boruto est toujours très mal à l'aise avec cette idée, et Kawaki traite Boruto d'idiot à ce sujet. Veux-tu vraiment mourir? Veux-tu être réécrit par Momoshiki? Tu n'as pas d'autre option. Code est assez fort, et à cet égard, Kawaki déclare que Code surpasserait à la fois Delta et Boro. Boruto rappelle à Kawaki que son père a également perdu Kurama, Kyuubi, qui est mort, donc les choses ne seront plus les mêmes qu'avant. Et donc ils ne peuvent pas être dépendants d'autres personnes comme ça, ils doivent compter que sur eux-mêmes. Ils devront travailler plus dur. Boruto dit qu'il ne sait pas à quel point Code sera fort, mais quand le moment de se confronter à lui viendra, pour lui et Kawaki, que feront-ils en tant que shinobi? Kawaki semble être un peu surpris de ce commentaire de Boruto et se demande ce qui est soudainement arrivé. Boruto se relève et il dit « Entraînement, nous allons nous entraîner. N'est-ce pas ce que nous devrions faire? Nous allons commencer tout de suite. » Pour définitivement clôturer le chapitre, nous revenons sur Code. Maintenant que l'entraînement de Boruto a été annoncé, Boruto ne semble pas privilégier en tout cas la piste de poser un Kama sur Code. Il préfère bien s'entraîner, faire face à l'adversité à l'avenir. Peut-être qu'il veut s'entraîner à maîtriser Momoshiki, on verra bien. Mais revenons sur Code, qui entre enfin à l'intérieur du local religieux. Il y a un vieil homme dans ce local avec des dents qui lui manquent partiellement, qui porte également une casquette d'hiver avec des oreillettes. Il touche un petit écran. Code le salue et l'appelle sous le nom de Bug, B-U-G. Le vieil homme demande si c'est vraiment Code lui-même et quel est son but pour être ici. Et il se demande si Code est là vis-à-vis d'une mission que Jigen lui aurait confiée. Code dit à Bug que Jigen est mort et que probablement Boro l'est aussi. Bug veut savoir ce qui s'est passé, mais Code le repousse en disant simplement que les choses ont été mouvementées ces derniers temps. Et Code dit que de toute façon, il se demandait si le personnage de Ada, Adea, allait bien. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, il est possible que le nom de Bug soit plutôt en japonais Bagu, B-A-G-U, et que le nom de Ada soit plutôt Eida, E-I-D-A. Alors l'homme, Bug, Bagu, commence à avoir l'air visiblement nerveux, et demande à Code ce dont il parle, à propos de cette fameuse Ada. Code répond de manière assez cool que Jigen avait ordonné la destruction de nombreux cyborgs, et donc Boro aurait dû en garder secrètement quelques-uns ici, pour qu'ils ne se fassent pas détruire par Jigen. Et Code voudrait mettre la main sur un de ces cyborgs-là, et lui demande de lui montrer le chemin pour les trouver. Bug dit qu'il n'a pas la moindre intention de s'opposer à Code, il finit par conduire Code dans une autre pièce où se trouve une grande capsule. Elle a de longs tubes qui dépassent du haut de celle-ci et sont connectés au plafond. Une fois de plus, l'homme se demande ce que Code a l'intention de faire. À l'intérieur de cet incubateur, ça ressemble un petit peu au cyborg dans Dragon Ball Z si vous voulez, il y a une ouverture qui permet de regarder à l'intérieur et l'on y voit une femme qui y réside. Ses yeux sont fermés. Elle a de longs cheveux noirs qui forment des boucles au-delà de sa taille et Code lui parle, il lui dit « Yo, Ada, tu es celle qui sait tout sur ce monde ». Et c'est la fin du chapitre 56. Nous avons une petite phrase de preview qui nous dit qu'une nouvelle menace est sur le point de se mobiliser. Quant à ce cyborg qui aurait dû être éliminé, quel genre de pouvoir possède-t-il? C'est la fin mes très chers devins. Je vous remercie infiniment de m'avoir tendu votre oreille aujourd'hui dans cette vidéo qui était nettement plus longue que les autres. Merci infiniment pour toute votre force, pour tout votre soutien. Partagez-moi dans un commentaire tout ce que vous avez pensé de ce chapitre-là. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager un maximum d'informations à ce sujet. On va revenir bien sûr très en détail sur tous ces événements-là. Entre Code, Bug, Ada, on a pas mal de nouveautés qui ont été mises en place. Ces cyborgs qui vont au-delà de Jigen en termes de puissance, Code qui dépasse Jigen, l'intervention de Naruto avec le conseil des Kage qui va transmettre les informations, Kawaki qui met Boruto sur la piste de poser un Kama sur Code pour se réincarner, mais Boruto qui veut s'entraîner, bon, il y a tellement de choses qui se mettent en place, ça devient assez ouf. Partagez-moi dans un commentaire tous vos avis. Merci pour toute votre force, pour tout votre soutien, pour toute votre attention. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.